Bonjour Jacques Albrun. Jacques Albrun, qu'entendez-vous par coaching astrologique, s'il vous plaît? Alors, le coaching astrologique, c'est un coaching qui est conscient de la cyclicité, et donc qui s'appuie sur une théorie des cycles. La théorie des cycles que j'ai développée, qui s'appelle l'astrocyclon, est une théorie qui découpe le temps en deux positions, en deux périodes. Chaque période correspond à un mode de fonctionnement différent du psychisme. Ce coaching astrologique s'adresse avant tout aux leaders. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tellement de faire un coaching de l'individu, disons, moyen, ayant des activités qui ne sont pas remarquables. Ce sont les leaders qui sont en effet ceux dont la vie est la plus dépendante des cycles astrologiques, dont les amplitudes, dont les changements ont le plus de conséquences sur leur statut, sur leur histoire. Et donc, je crois que l'astrologie a tout intérêt à s'axer sur cette clientèle des leaders politiques, leaders commerciaux, économiques, intellectuels, peu importe, mais les leaders. Alors, le leader passe par deux temps. Et quand un leader vient me voir, je tiens compte, bien entendu, du temps dans lequel nous nous trouvons. Il y a deux phases dans mon système, et bien entendu, je sors la phase qui correspond à la configuration astrologique du moment. Je ne suis pas comme certains coachs qui vont suivre une méthodologie rigoureuse, qui ne tiennent pas compte des configurations extérieures. Si le leader, au moment où il me rencontre, est en phase 2, ou le monde en quelque sorte, plus généralement, puisque ce n'est pas un système individuel, mais un système global, un système universel, un système plus de l'ordre de la physiologie que de la psychologie, si le leader est dans une phase, un peu comme une femme qui dirait, si j'étais gynécologue, qui dépend du stade où elle en est de sa grossesse. Si le leader est en phase terminale, je ne vais pas commencer par la phase initiale et inversement. Alors quels sont les enjeux du coaching astrologique? Les enjeux du coaching astrologique, c'est avant tout la question de l'universalité. C'est-à-dire que le leader idéal, c'est l'homme universel. C'est-à-dire celui qui peut tout faire, auquel rien n'est étranger, qui ne doit pas s'accorder de limites, qui ne doit pas attendre d'autrui quelque chose, qui doit le trouver en lui-même. Bon, c'est ce qui va d'ailleurs déterminer et définir même le leader, cette faculté d'appréhension, d'embrasser un ensemble considérable de données et d'informations et de techniques. Donc si nous sommes en phase 1, je vais inviter le leader, par le processus du coaching, à faire la liste des progrès à faire, c'est-à-dire de faire sauter un certain nombre de limitations, un certain nombre d'obstacles à son autonomie. Ça veut dire qu'il va devoir faire ce qu'il faisait faire par d'autres. Il faudra qu'il demande à ses collaborateurs de lui transmettre leur savoir-faire, de lui transférer leurs connaissances, de façon à qu'il n'ait plus à dépendre d'eux. Donc, dans sa tête, le leader qui vient me voir doit faire la liste de toutes les limitations que la vie lui a, en quelque sorte, imposées ou posées. Dans tous les domaines, qu'est-ce qu'il considère comme n'étant pas de
de sa compétence, de son territoire. Quelles sont aussi les choses qui sont trop éloignées dans le temps ou trop éloignées dans l'espace. Toutes les limitations que chacun d'entre nous a pu instaurer à un moment donné doivent être remises en question. On ne peut pas en rester à une idée figée de nos limitations. Donc, on va débloquer cette idée de limitation, on va faire sauter un certain nombre d'obstacles de façon à ce que le leader considère qu'il peut intégrer tout un ensemble de connaissances, de domaines qu'il avait considérés comme étant étrangers à son activité ou comme étant hors de portée de ce qu'il pouvait faire. Donc le coaching va consister à dépasser un certain nombre de limitations. On va faire toutes les semaines, notamment, une liste, un bilan des obstacles que l'on peut avoir à franchir. Alors, ça peut être tout simplement apprendre à mieux se servir d'un ordinateur, par exemple. Apprendre à faire certaines choses par lui-même. À ne pas constamment attendre que l'on veuille bien faire ceci ou cela. J'insiste beaucoup sur le mot attente. Le leader est quelqu'un qui n'a pas à attendre. Le leader, pour ne pas attendre, la meilleure façon, c'est de faire les choses soi-même. Dès que je fais faire les choses par quelqu'un d'autre, je suis dans une sorte d'attente. J'attends qu'il ait bien voulu terminer, j'attends qu'il veuille bien venir, j'attends qu'il fasse le chemin, j'attends qu'il arrive, je suis dans l'attente. Or, un leader n'a pas à attendre, sinon de lui-même. Donc, toutes les personnes qui le font attendre sont quelque part indésirables et il doit mettre fin à cette situation d'attente pour être un leader au plein sens du terme. Maintenant, si on est en phase 2, alors là c'est tout à fait différent. Donc, si le leader vient me voir alors qu'on est en phase 2, sa stratégie sera complètement opposée. Parce qu'à ce moment-là, le leader est en perte de vitesse. C'est-à-dire qu'il ne peut plus faire les choses comme avant. Par exemple, le cas le plus flagrant, mais qui est un peu caricatural, c'est la maladie. Le leader est malade, il est atteint d'une maladie. Je prends par exemple le cas d'un président de la République, d'un chef qui est malade et qui va cacher en quelque sorte sa maladie. Il va dissimuler sa maladie, il va nier qu'il est malade. On pense au président Pompidou, à la fin de sa vie, qui ne reconnaissait pas qu'il était atteint d'une maladie qui allait d'ailleurs le faire mourir peu après, en 1974. Il y a bien d'autres cas comme ça. Comment peut-on masquer une impuissance, une difficulté à poursuivre un processus de leader avec tout ce que ça peut impliquer de pouvoir, de potentialité et de champ d'action? Eh bien, là, il va falloir que le leader, au contraire, s'entoure de personnes qui vont faire le travail à sa place. Le cas classique, c'est évidemment celui qui fait faire son discours par quelqu'un d'autre, par un nègre, par un collaborateur, qui va se contenter de lire le texte, alors qu'avant, il improvisait facilement. Maintenant, il n'en est plus capable, il n'a plus la concentration nécessaire, et donc il va faire le travail par quelqu'un. Bon. Mais ça ne sera pas dit officiellement. Donc petit à petit, comme cela, il va se décharger d'un certain nombre de ses obligations, de ses responsabilités, en transmettant des dossiers aux uns et aux autres, mais tout en laissant croire qu'il maîtrise toujours ses dossiers, en quelque sorte. Et donc là, il va devoir répartir un certain nombre de tâches entre différents collaborateurs, entre différents ministres, par exemple, qui vont chacun essayer de faire à peu près ce qu'il faut dans le domaine qu'on leur a imparti. Mais effectivement, là, il s'agit d'un phénomène non plus de se charger de nouvelles connaissances, comme dans la phase numéro 1 montante, mais au contraire
décharger sur des collaborateurs de choses que l'on faisait soi-même et qu'on ne peut plus faire, etc. Et donc finalement, bon, ça ne sera pas aussi bien fait, ça n'aura pas la même dynamique globale, mais ça permettra quand même de tenir la route. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire pour résumer. Donc le traitement, le coaching, pour nous résumer, donc c'est phase 1, récupérer un maximum d'informations et se passer de ses collaborateurs pour pouvoir intégrer la totalité des données. Et la phase 2, au contraire, c'est se décharger sur les collaborateurs de choses qu'on ne peut plus faire, d'une quantité de charges qu'on ne peut plus assumer. Et à ce moment-là, on va petit à petit transmettre à d'autres personnes les choses que l'on faisait autrefois. Et ça se faire également